Merci Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, Monsieur le Préfet, au nom de notre groupe, merci d'être présent aujourd'hui dans cet hémicycle pour échanger sur les enjeux départementaux. Je tiens à mon tour à saluer la qualité de notre collaboration au quotidien avec vos services. Je vous rassure, nous n'allons pas maintenant dresser la longue liste de nos doléances, qu'il s'agisse de financement des allocations individuelles de solidarité ou de la prise en charge des mineurs non accompagnés. D'autres l'ont fait il y a quelques minutes. Il s'agit pour autant, nous le savons, de sujets importants sur lesquels nous attendons toujours une véritable réponse de l'État. Vous avez évoqué ces questions lors de vos propos liminaires. Au-delà des points de divergence politique, parfois importants, que nous pouvons avoir sur les bancs de cet hémicycle, nos préoccupations, vous l'aurez constaté, d'élus locaux et départementaux se rejoignent lorsqu'il s'agit de défendre les moyens, en l'occurrence, dont nous ne disposons plus pour accomplir nos missions. Je pense évidemment à nos missions légales et obligatoires liées aux solidarités humaines, de lutte contre les exclusions, d'accompagnement des personnes âgées et handicapées ou de l'aide sociale à l'enfance, mais également à notre mission de garant de solidarité territoriale qui ne doit pas devenir une mission de gestion des relégations territoriales. Les départements, comme l'ensemble des collectivités, doivent pouvoir continuer d'investir, lutter contre les fractures territoriales qui s'aggravent et assurer les services publics attendus par la population. Cette question est évidemment liée au devenir de la décentralisation et de la libre administration des collectivités. C'est un sujet éminemment actuel avec la mise en place de la politique de contractualisation financière, mais j'y reviendrai à la fin de mon intervention. J'ai choisi d'évoquer à mon tour 4 sujets. Premier sujet, la gouvernance de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. J'évoquais à l'instant les fractures territoriales au sein de notre région et au sein de notre département. Nous en avons un exemple très concret, bien évidemment, avec l'ancien bassin minier que connaissent bien certains de nos collègues du Douaisis, à l'instar de notre groupe, de Josiane Bridou et Frédéric Delannoy, maire d'Ornain et président du Cœur d'Ostrovent. Le bassin minier a de manière exceptionnelle, nous le savons tous, contribué après-guerre au redressement de la France avant la crise et l'arrêt brutal des exploitations charbonnières. Malgré les politiques de reconversion menées par l'État et les collectivités territoriales, de nombreux stigmates subsistent. Le bassin minier, qui compte 1,2 million d'habitants, doit encore faire face à des difficultés économiques et sociales qui ne sont pas acceptables sur un territoire de la République. C'est donc, vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Préfet, à juste titre que le bassin minier a bénéficié d'une mobilisation inédite de l'État avec la signature le 7 mars 2017 par le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, et de notre collègue alors ministre de la Ville, Patrick Kanner, du protocole d'engagement pour le renouveau du bassin minier. La solidarité nationale était au rendez-vous, 100 millions d'euros ont été annoncés comme levier par l'ancien gouvernement. Un effort financier considérable et un acte politique fort pour l'avenir de ce territoire qui reste marqué par le déclin industriel. L'engagement pour le renouveau du bassin minier, programme Ambition de réhabilitation des logements miniers, prévoit un objectif de 23 000 rénovations, soit le double de ce qui était initialement prévu. Il doit également déployer un véritable plan d'action sur une période de 10 ans afin de transformer le bassin minier dans plusieurs domaines stratégiques: le logement, évidemment, l'urbanisme, les transports, l'économie, la culture, la santé et la transition énergétique. Un an après la signature de l'accord, les élus ont obtenu auprès du nouveau gouvernement, après une petite période d'interrogation, une première tranche de 10 millions d'euros et la création d'une zone franche réunissant 150 communes du bassin minier. Ils ont également arraché, vous nous l'avez dit, Monsieur le Préfet, la nomination d'un délégué interministériel chargé de la coordination qui a trouvé, depuis, nous nous en réjouissons, ses locaux. Ma question porte justement sur le pilotage et la gouvernance de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Certains élus se disent un peu perdus entre les différentes instances: le comité de pilotage, le comité permanent, que
qui ne correspond pas aux limites territoriales des établissements publics de coopération intercommunale. Nous avons également enregistré les craintes des élus locaux face au projet de recapitalisation de Maisons et Cités par le groupe Caisse des dépôts et consignations Habitat. Maisons et Cités a pour mission d'accélérer le plan de rénovation thermique des logements de l'ancien bassin minier. Ces besoins de financement sont réels, nous en acceptons évidemment l'augure. Cependant, l'entrée au capital de CDC Habitat risque peut-être de bouleverser la gouvernance de la société HLM. Pour certains élus, il s'agit même d'une première étape avant privatisation. Peut-être, Monsieur le Préfet, pouvez-vous rassurer les élus sur les modalités de recapitalisation de Maisons et Cités et nous repréciser le pilotage de l'engagement pour le renouveau du bassin minier pour alors que le chantier de priorisation des opérations de réhabilitation puisse débuter très prochainement. Deuxième sujet, à mon tour, celui de la clarification du statut de la Société du Canal Seine-Nord-Europe et les conséquences sur les engagements européens. Nous sommes également dans l'attente, Luc Monet nous l'a dit, Monsieur le Préfet, d'informations et de précisions sur ce grand projet qui associe l'État, les collectivités locales de notre région. Je ne reviendrai pas en détail sur les aléas de ce projet, lancé en 2011, mais non financé, puis reconfiguré par la mission de M. Rémi Pauvros et finalement validé avec le concours financier des collectivités à hauteur d'1 milliard d'euros. Les 4 départements du Nord, de la Somme, de l'Oise, du Pas-de-Calais ont débloqué à eux seuls 500 millions d'euros lors de la signature du protocole d'engagement le 4 février 2015. Nous avons engagé le Nord sur une contribution de 200 millions d'euros en investissement. Il s'agit pour les élus locaux, départementaux et régionaux du projet phare de la décennie, cela a été dit. Ma demande ne porte pas sur les garanties et la réalité de l'engagement de l'État, dont la contribution est fixée elle aussi à environ 1 milliard d'euros. Ma question concerne davantage le changement de statut de la Société du Canal Seine-Nord-Europe et ses conséquences sur le plan du financement. En effet, la société de projet pourrait évoluer et passer d'une gouvernance nationale à une gouvernance régionale. Elle deviendrait un établissement public local avec l'aval de Madame la ministre des Transports. Les collectivités se verraient alors confier le pilotage financier et opérationnel ainsi que la maîtrise des risques du projet. Nous souhaiterions, Monsieur le Préfet, connaître les modalités de ce transfert de responsabilité et ses incidences sur la sécurisation financière du projet au regard du calendrier européen que nous savons contraint. Troisième sujet, politique logement et fragilisation du modèle HLM. L'évolution de la politique du logement est également un sujet de préoccupation pour les élus de notre département et de notre grande région. Les Hauts-de-France comptent en effet 568 000 logements sociaux, ce qui représente 23% du parc de logement régional. 57 000 familles y sont accueillies chaque année, dont 76% ont des ressources inférieures au plafond PLAI. C'est dire évidemment la vocation sociale, voire très sociale, de nos offices publics. En outre, les besoins en logement, besoins de première nécessité, demeurent importants. Le nombre de demandes est élevé, 62 000 ménages sont actuellement sans logement ou mal logés dans notre région. Je mentionnerai également que 60% des ménages hébergés dans le parc social bénéficient de l'APL, contre 51% au niveau national. Ce chiffre est à mettre, je le crois, en rapport avec la diminution des APL imposées aux bailleurs sociaux et qui constitue une perte de recettes considérable. Nous avons calculé avec notre collègue Max-André Pic que Partenor Habitat, qui gère 45 000 logements, allait perdre jusqu'à 22 millions d'euros par an et l'île Métropole Habitat, que j'ai l'honneur de présider, avec 30 000 logements, pourrait perdre 12 millions d'euros. En réalité, les présidents d'offices publics, sociaux, ou plutôt très sociaux, n'ont pas d'autre choix que de procéder à des économies et renoncer ou retarder d'ici 2019 certains projets d'investissement avec les conséquences que l'on imagine sur le secteur du bâtiment et des travaux publics. Plus globalement, nous assistons, je crois, à la fragilisation et l'affaiblissement du modèle HLM tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour autant,
Cela ne doit pas être le prétexte d'une démobilisation de nos organismes. Nous devons continuer d'innover, favoriser la mobilité et les parcours résidentiels, conserver notre proximité avec les territoires, renforcer notre présence et notre action dans les quartiers, avec comme première préoccupation la mixité sociale et l'emploi. Vous êtes, nous le savons, Monsieur le Préfet, bien au fait des enjeux qui se posent pour les bailleurs sociaux. Nous en parlions il y a encore quelques jours. Je souhaiterais donc connaître vos attentes à l'égard du monde HLM et des offices publics de notre département. Enfin, quatrième sujet, celui de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. La contractualisation financière entre l'État et les collectivités territoriales est, je crois, le dernier sujet que je souhaite évoquer. C'est peut-être actuellement, disons-le, le moins consensuel ou, pour le dire très franchement, le plus controversé. Pour rappel, entre 2015 et 2017, les collectivités ont contribué à hauteur de 10 milliards d'euros au redressement des comptes publics. Votre rapport d'activité met d'ailleurs en évidence la nette baisse des dotations de l'État au département du Nord depuis 2014. Puis, pour ma part, j'ai toujours considéré que les ponctions de l'État sur les budgets locaux étaient disproportionnées dans la mesure où le déficit des administrations locales pèse à peu près 10% de l'ensemble du déficit de notre pays. À l'époque, les efforts demandés pouvaient se justifier par la situation économique et l'état préoccupant des comptes publics. Depuis, il me semble, vous nous l'avez évoqué, la situation s'est améliorée avec un taux de croissance en 2017 de 1,9% et une prévision à l'identique pour 2018 pour notre pays. Malgré cela, le président de la République a souhaité imposer aux collectivités un nouvel effort supplémentaire de 13 milliards d'euros sur leurs dépenses de fonctionnement. Les 322 collectivités nationales les plus importantes, dont vous nous l'avez rappelé, 10 qui concernent notre département, doivent donc entrer dans l'épure budgétaire en limitant à 1,2% la croissance de leurs dépenses. Le projet, vous le savez, ne fait pas l'unanimité. Ainsi, le président de l'Assemblée des départements de France déclarait mardi dernier, à l'occasion d'une conférence de presse commune avec l'Association des régions de France et l'Association des maires de France, que, je cite, « les départements, dans leur intégralité, ne sont pas prêts à signer les pactes financiers de l'État ». Le président du comité des finances publiques locales, André Léniel, met en exergue, quant à lui, le caractère léonin de la contractualisation avec l'État qui rétablit unilatéralement une tutelle sur les collectivités au risque d'enterrer définitivement l'esprit de la décentralisation qui repose sur la libre administration. Charles Beauchamp vient de nous en parler. Nous sommes, convenons-en, bien loin du pacte girondin promis par le président de la République. Monsieur le Préfet, la circulaire pour la conclusion des contrats a été signée le 16 mars dernier par les ministres de l'Intérieur et des Comptes publics. Cette instruction demande au préfet de négocier des contrats avec les collectivités d'ici le mois de juin pour une durée de 3 ans. Le taux de variation des dépenses, cela a été dit, doit absolument être compris entre 0,75% et 1,65% par an. Nous souhaiterions, Monsieur le Préfet, connaître sur quels critères le taux sera négocié pour notre collectivité départementale, le revenu moyen par habitant, l'évolution démographique ou les efforts consentis pourront-ils jouer? Nous aimerions le savoir. Mais de quelle manière les besoins sociaux seront-ils pris en compte? Pour rappel, cela a été dit, dans le Nord, plus de 70% du budget est consacré à l'action sociale et les allocations individuelles de solidarité sont passées d'un total de 811 millions d'euros en 2013 à 960 millions d'euros en 2017, soit une augmentation de plus de 18% en 4 ans. Les marges de manœuvre financières sont donc étroites. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Préfet, quelles seront les modalités et le calendrier de cette négociation? De notre côté, nous sommes profondément, vous l'aurez compris, attachés à la capacité d'action de notre département qui doit être préservée. Le département doit pouvoir continuer de mener des projets aux côtés des communes et des intercommunalités, financer des politiques volontaristes et renforcer les services de proximité au plus près des nordistes. C'est toute la légitimité, je crois, et la vertu de la décentralisation. Merci, Monsieur le Préfet, de votre attention.